14 novembre 1930, gare de Tokyo. Le premier ministre du Japon, Hamaguchi Osachi, est grièvement blessé à l'arme à feu par Tomeo Sagoya, un jeune fanatique, membre d'une étrange secte bouddhiste. Le premier ministre est d'urgence transféré à l'hôpital et succombera de ses blessures quelques mois plus tard. Le Japon est frappé de stupeur par cette tentative d'assassinat. Et dans l'ombre du meurtrier se cache l'influence religieuse d'un homme qui va bientôt se servir de ses adeptes pour en faire un commando suicide. Né en 1886, quatrième fils d'un médecin dans le village thermal de Kawaba, de la préfecture de Gunma, Inoue Shiro, dont le nom est changé rapidement en Inoue Akira, semble destiné dès son plus jeune âge à être l'outsider. Il se dispute souvent avec les autres enfants et ses camarades de classe se moquent souvent de lui. Mais il est surtout très curieux, comme lorsqu'il harcèle ses professeurs avec des questions sur l'arithmétique et les sciences naturelles. C'est un enfant qui désire connaître un sens, une vérité sur toute chose. Au collège de Maebashi, Inoue Akira était particulièrement obsédé par un problème qui le hantera toute sa vie, la définition du bien et du mal. C'est durant cette période qu'il se tourne brièvement vers le christianisme, dans le but de trouver ses réponses et se fait même baptiser. Sauf que rapidement, il abandonne sa foi, jugeant qu'un Dieu d'amour ne peut exister face aux souffrances du monde. Il en vient alors à une conclusion radicale. La moralité communément admise n'est qu'une construction sociale des élites au pouvoir. Ainsi, la moralité nationale et patriotique enseignée à l'école ne serait qu'utilitaire afin de servir l'État. Attention, ne vous méprenez pas, cela n'empêche pas Inoue Akira de soutenir patriotiquement la guerre russo-japonaise de 1904 qui faisait rage. Mais cette absence de morale supérieure au concept d'État et sa recherche impossible d'un sens à la vie le conduit rapidement à des épisodes dépressifs. C'est peut-être pour ça qu'une fois diplômé et engagé sur un navire-hôpital, il tente de se jeter à l'eau avant d'être retenu par un membre d'équipage. La vie de Inoue Akira est chaotique. C'est un homme qui a absolument tout tenté pour trouver un sens à son existence. Tenez, par exemple, en revenant de son aventure en mer, il entre dans une université pour apprendre le chinois et abandonne tout pour voyager. Il va en Mandchourie, puis en Chine où il s'installe. Jeté comme un animal sauvage, se souvient Inoue à propos de son séjour en Chine. On parle d'années de consommation excessive d'alcool, de danger, de prostitution et de petits boulots, et ce jusqu'en 1911 et la fameuse révolution chinoise. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'événement, la révolution chinoise de 1911 est une série de bouleversements politiques et sociaux qui verront la dynastie Qing et le dernier empereur de Chine laisser le pouvoir à une république. C'est pour ainsi dire la fin d'une dynastie plusieurs fois centenaire, et notre Inoue Akira manque de perdre la vie plusieurs fois en se battant du côté républicain, tantôt contre les partisans impérialistes des Qing, tantôt contre les seigneurs de guerre qui profitent du bazar ambiant. Vraiment, c'est une vie d'aventurier, car il sera entrepreneur, militaire, journaliste, espion, et sera même décoré de la médaille de l'Ordre national du mérite de 8e classe, une médaille française, pour ses reportages sur les positions militaires allemandes en Mandchourie lors de la Première Guerre mondiale. Mais son angoisse spirituelle, sa quête de sens et de moralité semble insaisissable. En revenant au Japon, il se décrit comme un rocher jeté dans un fléau. Mais son voyage en Chine n'aura pas totalement été inutile, car dans ses bagages, il revient avec une nouvelle foi, celle de la secte Nichiren. Bon, mettons les choses au clair tout de suite. La secte Nichiren est un courant alternatif du bouddhisme japonais, né en 1253 sous l'impulsion du moine Nichiren, centré autour du Sutra du Lotus, le Namu-myoho Renge-kyo, un sutra que ses adeptes répètent inlassablement encore aujourd'hui via des récitations rituelles. Les pratiquants du bouddhisme Nichiren rejettent les autres sutras et les autres enseignements du bouddhisme pour garder le Sutra du Lotus comme un texte sacré, origine d'une vérité universelle à déceler par des pratiques religieuses comme la méditation. Par contre, attention, on parle de secte, mais pas dans le sens occidental et péjoratif du terme. Voyez simplement le bouddhisme Nichiren comme une branche indépendante et aux doctrines différentes des autres grandes écoles bouddhistes, comme le Zen par exemple. Mais tout va très vite dégénérer. Un jour d'été de 1923, il fut surpris lorsqu'une voix étrange, peut-être une voix dans sa tête, l'appela soudain « Nisho ». Nisho, littéralement appelé par le soleil, une voix qu'il interprète comme étant son nouveau nom, abandonnant celui de Akira pour devenir celui qui fera trembler l'histoire. Inoue Nisho. Un autre jour qu'il était malade et qu'il méditait, il entend une voix se mettre à lui crier « Omae wa Sukui Nishida ». Tu es le sauveur. Pour Inoue, le temple était rempli d'une grande lumière et son cœur d'une paix profonde qui a résolu tous ses doutes existentiels et l'a fait ne faire qu'un avec l'univers. J'avais l'impression que le monde entier était un. J'étais dans un état mental mystérieux que je n'avais jamais connu auparavant. C'était miraculeux. Il se croit alors investi d'une grande mission pour le Japon. Il se croit être le nouveau Nichiren.
Inoue Nisho se radicalise et découvre des écoles de pensée religieuse dérivées du bouddhisme Nichiren, comme la Kokutsukai, une école qui structurera sa pensée politique et philosophique de ce qu'est le Japon pour lui. Il lui est enseigné par exemple que la grande force vitale de l'univers est incarnée dans les 3 objets sacrés du Japon, l'épée, le miroir et le joyau impérial. Et ainsi, le Japon serait un pays modèle qui doit être capable d'atteindre une supposée moralité suprême de l'existence, devenant un phare pour le reste du monde afin de l'unifier sous les préceptes du Sutra du Lotus. Le maître de son école lui disait « Nichiren est le général de l'armée qui unira le monde. Le Japon est son quartier général. Le peuple japonais et ses troupes. Les enseignants et les érudits du bouddhisme de Nichiren sont ses officiers. Le credo de Nichiren est une déclaration de guerre. La foi du Sutra du Lotus préparera ceux qui iront au combat. » Bon, la désillusion va être violente, car on est en 1920, en plein milieu de l'ère Taisho, une ère de renouveau économique, mais surtout de renouveau culturel pour le Japon, qui découvre la musique américaine, le libéralisme, l'émancipation de la femme, de la sexualité, le cinéma et le début d'une société de consommation. C'est aussi le début d'une première expérience démocratique où l'empereur Taisho laisse plus de place aux parlementaires. On est très loin d'une société bouddhiste pieuse traditionnelle. Heureusement pour Inoue Nisho, l'insouciance de la jeune démocratie Taisho ne va pas durer. La déception de l'opinion publique augmente face à la dette nationale croissante et à la conservation du système de taxes pour pouvoir voter. Les manifestations s'enchaînent pour réclamer plus de droits politiques, comme le suffrage universel. Face au libéralisme et au capitalisme, les syndicats fleurissent et des mouvements de gauche, voire des mouvements communistes inspirés des idées russes, s'imposent. Le premier ministre Hara Takashi est même assassiné par un ouvrier, ce qui est suivi par une certaine instabilité politique jusqu'à des lois restrictives, appelées lois de préservation de la paix, qui réduisent la liberté de la presse, interdisent les syndicats ainsi que la grève. Toute personne qui a formé une association en altérant le kokutai, l'esprit de la nation, ou le système de la propriété privée, et tous ceux qui ont rejoint cette association avec la pleine connaissance de son objet, sera passible d'emprisonnement avec ou sans travaux forcés, pour une durée ne dépassant pas 10 ans. C'est ainsi des courants ultranationalistes, principalement militaristes et colonialistes, sur le modèle occidental, qui commencent à se développer, en lorgnant notamment sur la Chine et surtout la Mandchourie. C'est donc le moment idéal pour Inoue Nisho de profiter de cette crise qui ne fait que de s'intensifier et de fonder sa propre secte. Pour ça, rien de plus simple. Il lui suffit de se rendre au temple Nichiren Risho Gokokdo, littéralement le temple pour rétablir la droiture de la nation, dans le petit bourg de Ohalai, où il s'auto-proclame prêtre de ce temple en 1928 sans que cela soit officialisé. Il commence alors immédiatement à recruter ses premiers disciples, dans l'espoir optimiste que si chaque nouvelle recrue amenait 5 disciples de plus, il pourrait construire un mouvement national d'illumination qui, sous la pression de l'opinion populaire, purifierait l'État et restaurerait l'unité de l'empereur et du peuple. En fait, l'empereur joue un rôle crucial dans la vision du monde de Inoue Nisho. Pour lui, la figure impériale est un père pour la nation et pour la bonne moralité. L'empereur serait destiné à connaître l'unique vérité d'un gouvernement éclairé et qu'à ce titre, en tant que fils du soleil, seule sa parole et son pouvoir peut être vertueux. Le gouvernement démocratique de l'ère Taisho est alors accusé par Inoue d'éloigner l'empereur de son peuple par des enjeux politiques et économiques, et donc éloigner le peuple japonais de l'illumination morale qu'il est censé mériter. Les politiciens sont évidemment directement visés, mais aussi le Zaibatsu, ces grandes entreprises présentes dans presque tous les secteurs économiques avec en cadre principal Mitsui, Yasuda, Sumitomo et Mitsubishi, ainsi que la clique militariste appelée le Gunbatsu. Vous connaissez sûrement la restauration Meiji, cette crise du mi-19e siècle qui a vu le pouvoir des traditionnels shoguns tomber au profit du pouvoir impérial de l'empereur Meiji. Eh bien, Inoue Nisho ne souhaite rien de moins que ce qu'il appelle une restauration Showa. Par exemple, Inoue exigeait la fin immédiate du gouvernement du parti, en préférence à des cabinets qui mettraient en œuvre des réformes globales. L'empereur jouait un rôle politique plus direct dans le gouvernement. Il prôna également l'abolition de la pairie, c'est-à-dire l'ensemble des aristocrates de rang héréditaire et de la chambre des pairs, la nationalisation de toutes les terres impériales et la nationalisation de la grande industrie pour freiner le Zaibatsu. D'autre part, pour contrôler le pouvoir de l'État, il appela à la dévolution d'un plus grand pouvoir politique aux communautés locales, à
à l'abolition de la police spéciale de la pensée et de la police militaire, et, reflétant peut-être ses propres expériences à l'école, à l'abolition des pouvoirs du ministère de l'Éducation de dicter le programme scolaire. Un discours qui avait le mérite de plaire aux deux extrêmes, autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Et c'est pour cela qu'il se montrera plutôt populaire. Inoue Nisho souhaite d'ailleurs recruter de jeunes hommes entièrement dédiés à sa cause. Il dit « des hommes au cœur pur qui possèdent une foi religieuse ou qui avaient été tempérés par l'expérience religieuse ». Il n'a pas trop de mal à trouver du monde et des hommes souvent issus de la paysannerie, de la précarité, du vagabondage ou du chômage se retrouvent séduits par ses discours. Ces hommes raconteront plus tard que la relation tissée entre eux était devenue très forte et que le temple et leur dévotion envers le sutra du lotus guidaient totalement leur vie. Inoue Nisho leur offrait l'espoir d'un avenir radieux et un sens à leur existence. Ses disciples commencent même à l'appeler père. Ils y apprennent par exemple qu'il n'existe pas de bien sans mal, ni de mal sans bien. Et Inoue affirme, sans destruction, il ne peut y avoir de construction. Puisque le déni ultime est la même chose que l'affirmation authentique, la destruction est elle-même une construction. Et les deux sont un et inséparables. Et qu'ainsi, une destruction dans le but de rétablir le pouvoir de l'empereur et la moralité parfaite était souhaitable. Comprenez que dans le courant nietzschéen, il y a deux façons de faire du prosélytisme. Le shoju, qui signifie attirer à soi ou éduquer, c'est une méthode de conversion conciliante, une initiation douce et progressive aux principes religieux de Nichiren, en opposition au shakubuku, qui signifie casser et soumettre, encourageant au harcèlement, à la violence, voire au meurtre pour convertir. Il prétendait que les pratiquants du bouddhisme nichiren ne pouvaient pas compter sur le shoju, la communication conciliatrice de la vérité religieuse. Seule l'application agressive du shakobuku pouvait vaincre le mal en temps de crise, même si cela signifiait l'assassinat d'hommes jugés comme maléfiques. Inoue leur fait même comprendre que dans ce contexte, l'assassinat politique était un acte de compassion, pleinement conforme au principe bouddhiste de tuer un pour sauver le plus grand nombre. C'est purement du lavage de cerveau. Et bientôt, le gourou jugera que ses adeptes sont prêts à commettre l'irréparable. L'aspirant sauveur du Japon juge qu'il perd son temps au temple et se déplace, lui et ses adeptes, à Tokyo pour préparer des assassinats contre des hommes politiques du gouvernement, des aibatsu et les conseillers de la cour. À Tokyo, ce n'est pas seulement les paysans qui rejoignent la secte, mais aussi des étudiants nationalistes enthousiastes et des membres de la marine impériale japonaise, qui sont particulièrement révoltés contre le traité naval de Londres qui désavantageait le Japon vis-à-vis des puissances anglo-américaines, en limitant les forces maritimes japonaises en présence dans le Pacifique. Une véritable humiliation pour la marine japonaise. C'est durant ces années que tout s'accélère pour le Japon. Les différents groupuscules nationalistes et même communistes se font de plus en plus actifs et dangereux au milieu d'une crise sociale et politique héritée d'une importante dépression économique. La secte de Inoue Nisho brille par sa volonté d'en découdre, par des actions violentes le plus rapidement possible, et les groupes nationalistes les nomment désormais Ketsumedan, la Ligue du sang. Une popularité venant des ultranationalistes pas forcément méritée, étant donné que Inoue Nisho n'était pas du tout un militariste convaincu. Comme cette fois où il rencontra le lieutenant-colonel Hashimoto Kingoro de la Sakura Kai, un groupe fasciste militaire qui théorisera une invasion de la Mandchourie via un incident majeur. Un plan que Inoue Nisho rejette violemment, le jugeant trop militariste et fasciste. Je rappelle que pour Inoue, seul l'empereur doit amener le Japon sur le chemin de la vertu et que le plan de Hashimoto vise à mettre la clique militaire au pouvoir. Il s'est alors juré de l'assassiner lui-même si cela arrivait. Face aux projets de complot et de coups d'État se multipliant dans les cercles nationalistes, craignant l'ingérence des militaires au pouvoir et frustré par d'autres coups d'État n'ayant pas abouti, la secte de la Ligue du sang se réunit une dernière fois avant de faire trembler le Japon. Il est décidé qu'une première vague d'attentats sera déclenchée par les plus fidèles adeptes et une seconde qui arrivera plus tard via les marins fidèles à la secte. Ici, on va se concentrer sur l'attentat principal, mais je parlerai une autre fois de l'attentat de la marine, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mon contenu. Désormais, les victimes sont claires et la consigne est très simple. Un homme, un meurtre. 9 février 1932, 3h du matin. Le jeune adepte Sho Onuma, en chantant intensément le Sutra du Lotus et en méditant, semble chercher la foi de commettre son acte. Il boit une coupe d'eau glacée et s'est calmement rendu à l'école de Kumamoto, d'où sa cible, Junosuke Inoue, qui était à la fois chef de la banque centrale japonaise et membre du parti du Minseito, devait donner un discours politique. Quand Junosuke arrive et sort de sa voiture à 8h, Sho Onuma s'empare de son pistolet Browning et décharge ses balles dans la poitrine de sa victime. Il mourra de la suite de ses blessures quelques heures plus tard.
l'empereur. Et le 5 mars à 11h10, après avoir écrit sans relâche le Sutra du Lotus, Goro Ishinoma abat à l'arme à feu Dan Takuma, directeur général de la Zaibatsu Mitsui, qui sortait de la banque. Les étudiants recrutés plus tardivement dans la secte n'auront fait aucune victime malgré leur entraînement idéologique et aux armes à feu. On ne sait pas si c'est par soudain regain de conscience, par peur ou par manque d'opportunité. Peu de temps après, c'est quasiment tous les membres de la secte, dont Inoue Nisho lui-même, qui sont capturés par les autorités. Le procès qui s'ensuivit sera l'un des plus importants de l'histoire du Japon. Le procès commence le 28 juin 1933 et il est clair que le juge Sakamaki Teichihiro n'a absolument aucune envie de laisser les accusés s'expliquer sur leurs motivations politiques et religieuses vis-à-vis de ces meurtres. Pour lui, seul le crime du meurtre en tant que tel justifiait la peine de mort. Rapidement, cette position commence à faire un débat et l'un des meurtriers s'exclame en frappant du poing contre la table « La raison du rejet de notre témoignage est très floue, je ne suis absolument pas d'accord », ajoutant plus tard « Le juge qui préside est un homme qui foule aux pieds l'esprit du patriotisme ». Le juge perd totalement le contrôle de son procès quand l'opinion publique et la défense l'accusent d'antipatriotisme. L'affaire est même menacée d'être déposée devant la cour d'appel de Tokyo. Le procès est suspendu indéfiniment le 29 novembre et le juge Sakamaki se retire finalement du procès. Et lorsque le juge Fuji Goichiro vient pour le remplacer et réouvre le procès le 27 mars 1934, il annonce qu'il explorera les sentiments des accusés. Évidemment, c'est une véritable tribune pour Inoue et sa secte qui affirment se battre pour l'empereur, pour le peuple et pour la grandeur de l'unité japonaise contre des politiques et des entrepreneurs corrompus. Ils prétendent se battre pour un retour à l'ordre, un retour à une moralité ancestrale, d'autant que les victimes n'étaient pas vraiment appréciées par l'opinion publique. C'est un coup de tonnerre dans tout le Japon, qui se met à soutenir massivement les accusés. Des organisations de soutien aux accusés militent à chaque audience devant les bâtiments du tribunal. Les temples et les sanctuaires s'organisent en soutien. Des tracts et des affiches clament des slogans de soutien à la secte. Il faut mettre en place un système de billets d'entrée pour réguler les grandes foules qui réclament des places pour assister au procès. Et chaque jour, de nouvelles pétitions sont organisées pour leur clémence. Tout cela prend une envergure nationale grâce aux médias. Il faut dire que la Grande Dépression touche le pays, les inégalités se creusent, la politique est changeante et incertaine, les syndicats sont interdits, tout comme les grèves, les discours à droite comme à gauche se radicalisent, et la politique extérieure rend le Japon méfiant des puissances étrangères. Un climat délétère qui avait tout pour donner raison aux accusés aux yeux de la population japonaise, à tel point que le procureur général sera obligé de jouer sur le tableau de la secte, en avouant que les motifs étaient raisonnables, et qu'il est vraiment regrettable qu'ils aient adopter des méthodes aussi extrêmes. C'est en 1934, et en s'excusant presque, que le juge condamne Inoue et les deux meurtriers à la prison à vie, et les autres adeptes à des peines de prison plus légères, sachant très bien qu'ils auront probablement le droit à une amnistie. L'incident de la Ligue du Sang aura participé à discréditer l'autorité et la légitimité de la démocratie japonaise, banalisant les actes violents pour des revendications politiques. Ce succès populaire encouragera bien d'autres extrémistes à se tourner vers le meurtre ou le coup d'état armé, et il est clair que les chefs des très nombreux incidents qui s'ensuivront auront en tête l'idée d'être soutenus par une opinion publique chargée de ressentiment. En 1940, une amnistie sera proclamée pour tous les condamnés de l'incident de la Ligue du Sang, dans le cadre d'un plan visant à reconstruire l'unité nationale à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Inoue restera actif en politique dans les cercles de l'extrême droite jusqu'à sa mort en 1967, laissant derrière lui une postérité encore teintée d'une certaine admiration. Encore aujourd'hui, le temple Gokokudo, où Inoue a fait ses débuts, est un véritable sanctuaire dédié à la secte et à ses assassinats, souvent visités par des nostalgiques nationalistes. Tandis que l'écrivain Nakano Koji ne manque pas d'éloges vis-à-vis de Inoue Nisho dans son livre Gyakuryu, laissant entendre que, encore aujourd'hui, l'histoire teintée de romantisme de la secte de la Ligue du Sang reste une partie d'une tradition politique extrémiste qui peut être récupérée en période de crise nationale, alors que le Japon fait face aux incertitudes d'un nouveau siècle.